tous, merci de m'avoir invité à ce séminaire pour parler en l'occurrence d'une recherche que j'ai effectuée au cours de ma thèse. Donc, je m'appelle Laura Seguin, je suis postdoctorante à l'IRSTEA à Montpellier. L'IRSTEA, c'est l'Institut de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture. C'est un centre de recherche plutôt recherche appliquée, enfin recherche intervention on va dire. Et je travaille actuellement sur des questions de participation, concertation dans le domaine de l'environnement et en particulier de la gestion de l'eau sur des problématiques de pollution diffuse dans la Brie en Seine-et-Marne. Mais c'est pas exactement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui. Je vais plutôt vous parler d'une expérience de participation des habitants, des citoyens, sur des questions environnementales que j'ai étudiées donc, pendant ma thèse, concernant des espaces ruraux ou périphériques, des espaces périurbains en tout cas, qui ont pu être perçus comme des territoires en déclin, entre guillemets, par les pouvoirs politiques et économiques qui ont à un moment donné imposé un certain usage de l'espace, un certain aménagement. Donc des territoires périphériques qui se sont trouvés confrontés à des aménagements imposés qui répondent justement à ce dont parlait Benoît précédemment, à des logiques libérales de développement et de croissance hors territoire, c'est-à-dire de croissance qui ne répondrait pas forcément à des besoins locaux d'habitants. Mais des territoires, et notamment un territoire sur lequel je vais m'appuyer pour cette présentation, qui ont su opposer une résistance à ces aménagements, à ces logiques de développement, par une mobilisation donc, des habitants, d'acteurs associatifs, de certains élus locaux aussi, qui ont su donc construire non seulement une opposition à ces projets, mais aussi des alternatives de développement territorial. Donc ce qu'on pourrait identifier comme un rebond, pour reprendre le titre du séminaire, si tant est que ces territoires étaient véritablement en situation de déclin. Ils ont pu être perçus comme tels par les pouvoirs publics et économiques, mais en fait, en s'y intéressant de près, on pourrait voir qu'ils n'étaient pas totalement en déclin. En tout cas, ils avaient choisi d'autres voies de développement que celles qui ont été à un moment donné imposées. Donc je vais vous présenter une partie de ma recherche dont l'un des terrains a été cette mobilisation contre le gaz de schiste en Ardèche, avec une problématique centrée, donc moi j'avais une problématique centrée sur les apprentissages des acteurs au sein de cette expérience de mobilisation, mais c'est pas exactement, enfin c'est pas directement de ça dont je vais vous parler aujourd'hui, mais c'est quand même extrêmement lié parce que je vais vous parler d'apprentissages collectifs qui ont mené vers d'une opposition à un projet, à la construction d'alternatives de développement locaux. Alors, quelques éléments de contexte pour commencer. Donc, dans ma thèse, mais aussi aujourd'hui, alors, ouais, il y avait une animation, mais bon. Ah si, voilà, c'est bon. Aujourd'hui, dans mon postdoc, je m'intéresse particulièrement aux territoires ruraux français, dans lesquels de nombreux conflits d'usage de l'espace intégrant des nouvelles demandes sociales fortes en termes de protection de l'environnement se sont fait voir ces dernières décennies, ces dernières années. Alors, pour en citer quelques-uns, donc vous les reconnaissez certainement. Le plus célèbre, c'est l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes. Le plus tristement célèbre, c'est le barrage de Sivens. À Bure, il y a un projet CIGEO d'enfouissement des déchets nucléaires qui est particulièrement d'actualité en ce moment parce qu'il y a eu des interdictions de manifester et les opposants ont été évacués par la préfecture. Mais il y a aussi des stades de foot comme à Lyon, des projets de centres commerciaux comme Europa City dans le Val d'Oise, qui est un méga projet de centre commercial, de loisirs et touristique, des fermes industrielles, des incinérateurs. Proche de nous, proche de Montpellier, il y a le projet de centre commercial Oxylane à Saint-Clément-de-Rivière. Bon, bref, une pléthore de projets. Ils ont été réunis par leurs opposants sous l'appellation Grand projet inutile et imposé, GP2I. Imposés parce qu'ils sont la plupart du temps décidés sans avoir mené préalablement une phase de concertation sur l'opportunité même de ces projets. C'est-à-dire qu'en fait, la phase de participation, sous forme bien souvent d'enquête publique, elle intervient le plus souvent après le choix de tel ou tel aménagement et non pas avant.
et elle ne porte pas sur l'opportunité même de ce projet, c'est-à-dire faut-il le faire ou ne faut-il pas le faire, mais elle porte plutôt sur sa faisabilité ou en tout cas son acceptabilité pour les habitants. Donc l'enquête publique, elle peut mener soit à des ajustements ou à des aménagements du projet initial, mais rarement à sa remise en question, à son annulation ou à son remplacement par un autre projet alternatif. Ils sont jugés aussi imposer ces projets parce que les mouvements de mobilisation contre ces projets font bien souvent l'objet d'une condamnation par les pouvoirs publics, sinon une répression de la part des pouvoirs publics. Enfin, ils sont jugés inutiles aussi par leurs opposants, alors que paradoxalement, ils sont légitimés par les pouvoirs publics au nom d'un certain intérêt général. Et en effet, ces conflits mettent en débat le devenir de ces territoires périphériques, parce qu'ils révèlent des visions antagonistes de ces derniers et de l'usage de ces derniers, portés par une diversité d'acteurs. À un supposé intérêt général, on s'oppose une pluralité d'intérêts davantage territoriaux peut-être, s'appuyant sur une vision différente en tout cas du développement, et notamment du développement local. Un développement local davantage ancré dans les territoires, créateur d'emplois durables, non délocalisables, un développement davantage respectueux de l'environnement et du cadre de vie des habitants. Alors, rapidement, la perspective théorique, grossièrement, sur laquelle je m'appuie, c'est cette notion de productivité sociale des conflits, c'est-à-dire qu'est-ce que ces conflits peuvent produire localement, en termes de production sociale, mais aussi territoriale. Quel type de territoire ils contribuent à construire. En fait, j'essaie de voir la manière dont ces débats se cristallisent, la manière dont les différents acteurs tentent de construire des espaces de discussion, ce qu'ils apprennent aussi en s'engageant dans ce type de mobilisation, quels effets cela peut avoir sur l'action publique et l'action territoriale. Donc j'essaie de mettre en évidence voilà, ce que plusieurs chercheurs appellent la productivité sociale des conflits, ce qu'ils produisent en termes de débats, de nouvelles sociabilités, de nouvelles actions, de nouveaux savoirs collectifs, mais aussi individuels, en termes d'apprentissage. Donc ce positionnement théorique, il nous vient du sociologue George Simmel, qui justement ne pensait pas les conflits comme des dysfonctionnements de la vie sociale, il y voyait plutôt des formes de socialisation, c'est-à-dire des situations créatives de liens sociaux. Et ça a été repris par pas mal de géographes et de chercheurs en aménagement. Notamment, je cite un ouvrage qui s'appelle « Conflits de proximité et dynamique urbaine », donc qui a porté plutôt sur des territoires urbains, mais qui justement étudiait la manière dont des conflits, des mobilisations d'habitants contribuaient à recréer des nouvelles formes de territorialité, de liens sociaux. Donc aujourd'hui, je vous propose de réfléchir à cette productivité sociale des conflits à travers cet exemple de la mobilisation contre le gaz de schiste que j'ai donc étudié au sein d'un collectif citoyen qui s'est structuré en Ardèche à partir de 2011. Je vais organiser ma présentation en deux temps. Tout d'abord, un rapide aperçu de ce mouvement, de son évolution, notamment à travers l'évolution des registres d'action. Je vais expliquer pourquoi j'ai nommé ça d'un débat sauvage à un débat d'élevage. Et ensuite, je discuterai davantage de justement cette construction d'alternatives à partir d'une opposition initiale, cette montée en généralité que le collectif et les habitants ont su construire. Donc pourquoi d'un débat sauvage à un débat d'élevage? Alors, c'est un chercheur spécialiste des questions environnementales qui s'appelle Laurent Mermet qui a parlé de débat public, d'élevage. Alors, je suis passée un peu trop vite. Voilà. De débats publics d'élevage, c'est-à-dire des débats suscités, organisés, institués, tels que par exemple les enquêtes publiques, donc des dispositifs institués de participation, et puis il les a opposés à des débats publics sauvages, donc ce qui pourrait plutôt ressembler à des mobilisations collectives, des mouvements sociaux, c'est-à-dire davantage autonomes, spontanés, et il les nomme aussi ingérables. En fait, lorsqu'on regarde de près ces expériences, que ce soit des dispositifs institués de participation ou des mouvements sociaux, on peut en fait voir ce qu'ils nomment de l'élevage dans les mobilisations contestataires aussi, et ce qu'ils nomment du sauvage dans certains dispositifs de démocratie participative. Et en fait, dans ma recherche, j'ai cherché à montrer que la frontière entre les deux n'était pas si nette, et la dynamique de la mobilisation ardéchoise, elle nous offre un bon exemple de cette idée-là. Parce qu'effectivement, les premiers mois du mouvement
l'émotion joue un grand rôle dans les mobilisations collectives. Donc, les premiers mois du mouvement, c'est cette émotion collective qui émerge. Les premiers mois sont faits de manifestations, de menaces d'action de blocage en cas de démarrage des travaux. Il y a une violence aussi potentielle en cas d'arrivée des premiers camions parce que les permis ont été signés. Donc, voilà, c'est imminent et il y a ces menaces-là. Donc, l'indignation est vraiment palpable, on envisage des actions radicales, etc. Donc cette réaction violente finalement à cette violence symbolique, hein, c'est-à-dire l'imposition d'un tel projet qui a été décidé dans le plus grand secret des cabinets ministériels. Donc dans ces premiers moments, voilà, c'est vraiment cette émotion collective, donc c'est ce qui pourrait se rapporter à ce que Laurent Mermet nomme débat sauvage. Mais ce premier registre d'action va progressivement se conjuguer à un tout autre registre qui correspond plus à un moment où le mouvement s'institutionnalise, se professionnalise aussi. Et comme beaucoup en fait, de mouvements sociaux, le collectif se plie à ce que Olitro a appelé l'exigence d'être pris au sérieux, c'est-à-dire va adopter un autre registre de discours, notamment l'expertise. C'est aussi pour répondre aux entreprises de délégitimation des pouvoirs publics et de certains industriels gaziers qui dénoncent le caractère irrationnel, émotionnel, pour ne pas dire hystérique, c'est des termes que j'ai retrouvés dans la presse, du mouvement. Ils sont bien conscients que ce sont des tentatives de manipulation de l'opinion, mais ils vont quand même se plier à cette exigence de sérieux. Voilà, je passe un petit peu les détails de la professionnalisation du mouvement, mais ce qui est important à retenir, c'est qu'il développe une expertise extrêmement solide, qui est capable de faire le poids face aux arguments des industriels, par la création d'une interface de dialogue aussi avec les pouvoirs publics locaux et nationaux. C'est ce qui va légitimer véritablement le mouvement. Alors, qui sont-ils? J'ai très peu dit pour l'instant qui sont-ils. À l'origine du mouvement, les entrepreneurs vraiment de cette mobilisation, ce sont des acteurs associatifs, syndicaux, des représentants de partis politiques au niveau locaux. Ce sont aussi des élus, vous voyez des élus sur les photos, qui au départ sont un peu frileux de vraiment s'engager dans le mouvement, mais qui progressivement, voyant que le mouvement prend de l'ampleur, s'engagent. Mais ce sont aussi, et c'est ce qui m'a intéressé, des néo-militants, c'est-à-dire des habitants qui, au départ, s'engagent parce que, oui, ils voient une menace, une atteinte à leur cadre de vie, et qui, progressivement, au contact de ces individus davantage politisés, vont apprendre des choses, et c'est ce que je vais vous montrer tout à l'heure. Pour terminer, juste un petit point sur l'évolution du mouvement. Ah, je gère mal le passage d'animation, mais... le collectif, au-delà de l'expertise, il œuvre aussi à cadrer l'action collective, d'aller vers une action collective non violente en cas de démarrage des travaux. C'est le rôle d'une commission qui s'appelle Vigilance, Information, Alerte. Donc ils construisent un protocole d'action collective très cadré qui vise à éviter tout débordement qui nuirait au mouvement. Je passe là-dessus pour aborder le point principal de la présentation que je voulais discuter avec vous aujourd'hui. Donc dans ce second temps de professionnalisation, de construction d'une expertise, il y a aussi un travail qui est fait de montée en généralité qui mènera à créer localement un important débat sur les alternatives énergétiques et écologiques. Alors qu'est-ce qu'on appelle montée en généralité? C'est ce que ça se caractérise par le dépassement de l'anecdotique pour se référer à ce que Camille Amidi, qui est une chercheuse en sciences politiques, appelle des principes généraux devant régir une société, où c'est, selon Luc Boltanski, s'extraire de la situation immédiate, d'une situation vécue localement, immédiatement, et au départ aussi qui fait appel à de l'émotion, pour se référer à quelque chose de l'ordre de l'intérêt général. Alors traditionnellement, c'est plutôt l'élu qui est supposé être le porteur ou le garant de cet intérêt général. Et d'ailleurs, les réticences des élus face aux procédures de démocratie participative s'expliquent souvent par une sorte de suspicion d'incapacité des citoyens à se préoccuper de l'intérêt général. On retrouve ici ce que Loïc Blondiot appelle le dilemme de l'échelle, c'est-à-dire les instances participatives ont souvent pour seule ambition de fournir des propositions concrètes
pour l'amélioration, par exemple, de la proximité, du cadre de vie. Et en fait, les élus sont réticents, sont hésitants à accorder aux citoyens la légitimité de définir l'intérêt général. Et ils ont une suspicion sur leur capacité à se départir d'une parole un peu particularisée qui défendrait les intérêts personnels, etc. Cette suspicion d'incompétence politique, elle prime. Je cite Loïc Blondiot. Les instances participatives existantes assignent le plus souvent les habitants à l'échelle du quartier et cantonnent la discussion à l'environnement immédiat, aux crottes de chiens et aux problèmes de voirie ou d'incivilité. C'est ce qu'on retrouve souvent dans les instances type conseil de quartier. Mais aussi, les acteurs des mobilisations collectives sont également suspectés de ne pas se préoccuper de l'intérêt général. C'est ce qu'on désigne sous l'appellation de NIMBY, Not in my backyard, pardon. C'est-à-dire des habitants qui se révolteraient plutôt pour des intérêts particuliers, pour la défense du cadre de vie uniquement. Cependant, ce qu'on peut observer en étudiant de près ce type de mouvement, c'est que la montée en généralité peut faire l'objet d'un processus d'apprentissage, c'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on se mobilise initialement parce qu'on est atteint principalement par la défense, enfin, par cette menace sur le cadre de vie qu'on ne va pas apprendre des choses au fil d'une mobilisation. Et c'est notamment le travail de certains militants, animateurs de débats, que j'ai pu rencontrer, les individus les plus politisés dans cette mobilisation, qui vont faire en sorte qu'il y ait cette montée en généralité, cet apprentissage. Parce qu'effectivement, la capacité à politiser un enjeu, ça fait appel à des savoirs politiques qui sont inégalement distribués dans la société, parmi nous. Mais en revanche, ça peut s'acquérir au cours d'un mouvement social comme celui-là. Bref, passons à cette mobilisation. Alors, hop, voilà. En fait, il y a eu une tension interne forte au sein de ce mouvement parce que certains leaders de la mobilisation ardéchoise considéraient que ces réactions NIMBY, certes, elles ont joué un rôle considérable dans la mobilisation de masse des habitants, mais elles étaient plutôt à cacher, en tout cas à discréditer, il y avait un certain refus de ce type d'engagement de la part des leaders de cette mobilisation, de certains leaders. Donc, ils œuvrent à construire une communication justement différente face à ces réactions NIMBY, dépasser le seul combat local. Alors, un des slogans utilisés, ça a été « ni ici, ni ailleurs, ni aujourd'hui, ni demain ». On œuvre aussi à aller au-delà du seul registre contestataire pour initier une réflexion plus générale sur les enjeux énergétiques et écologiques du territoire. Si cette question aussi fait débat, c'est-à-dire que certains sont vraiment réticents au fait que le collectif s'inscrive dans un débat sur la transition énergétique. C'est vraiment quelque chose qui a été discuté au cours de nombreuses réunions auxquelles j'ai pu assister. C'est est-ce qu'on va vraiment vers un débat sur les alternatives énergétiques et écologiques ou pas? Si ça fait débat, c'est parce que, après avoir réussi à construire une unité autour du non au gaz de schiste, on se dit que ça va être difficile de créer la même unité autour des alternatives énergétiques. On ne va pas être tous d'accord, ça va peut-être conduire à déstructurer un petit peu le mouvement. Donc les réticences à s'engager dans un tel débat s'expliquent aussi par ce manque d'unanimité sur la question des alternatives et notamment du nucléaire, qui a été assez central dans les discussions. Donc ces désaccords internes au sein du collectif l'incitent à adopter une posture davantage neutre, entre guillemets, en tout cas une posture d'information du public, d'animation du débat local, en utilisant des outils de l'éducation populaire et de l'éducation à l'environnement. Alors je cite un compte-rendu de réunion. Il convient de poser les bases pour organiser des débats sur le territoire, débats ouverts où l'on mettrait en œuvre l'intelligence collective en utilisant des techniques démocratiques et participatives. Il est nécessaire que chacun puisse se faire son opinion personnelle. Donc les membres de ce collectif s'attachent plutôt à construire des bonnes conditions pour le débat public, construire de l'information et du débat. Ils organisent plusieurs réunions publiques sur le territoire pour sensibiliser aux questions de la transition énergétique et écologique. L'événement le plus structurant, c'est ce forum de 2 jours organisé à Villeneuve-de-Berg.
Organisé, alors donc il y a plusieurs réunions publiques, il y a ce gros forum structurant et c'est important de le dire, c'est en 2013 et c'est en marge du débat national sur la transition énergétique qui est organisé à ce moment-là par le gouvernement, par le ministère. Qui se déclinent en débats locaux également, animés par les régions le plus souvent. Eux, ils choisissent de ne pas s'inscrire dans ce débat-là institutionnalisé, mais de créer leur propre débat sur la transition énergétique, parce qu'ils voient effectivement l'environnement, les questions d'énergie, comme un potentiel levier, nouveau levier de développement local, comme le disait Benoît tout à l'heure, mais pris en main cette fois-ci par les habitants, par les acteurs associatifs, et ils ne veulent pas s'inscrire dans les cadres que leur proposent à ce moment-là les organisations nationales. Voilà, donc ce débat-là, j'ai pu y observer une grande diversité de débats dans ces réunions publiques et dans ce forum, portant sur les énergies renouvelables, le nucléaire, l'agriculture, le foncier, la mobilité, l'eau, etc. On met l'accent sur l'exemplarité à travers des témoignages d'acteurs, des initiatives citoyennes de transition énergétique. Il y a aussi des associations et des entreprises locales qui œuvrent à trouver des solutions énergétiques ou écologiques qui sont invitées. Donc la mobilisation se transforme progressivement en espace de débat sur les enjeux de la transition. Et comme je l'ai dit, ce sont principalement des individus les plus politisés qui jouent un rôle vraiment important dans ce processus. Parce que certains choisissent de ne pas justement rejeter l'engagement d'une partie des habitants qui seraient issus davantage d'une réaction NIMBY. Ils choisissent au contraire de considérer que la dimension politique d'un enjeu, c'est quelque chose qui s'apprend et que les garder engagés dans cette mobilisation peut justement permettre peut être l'occasion d'un tel apprentissage. Donc ce sont des militants dont les engagements sont proches des mouvements d'éducation populaire. Je cite par exemple David qui était un de ces militants. Il y a des gens qui viennent parce qu'ils ont un camping et qu'ils ne veulent pas un truc à côté. Alors un truc, c'est, entendez, un forage à côté. Ils sont pas aussi politisés que moi, mais c'est pas grave parce que justement, ça évolue au fur et à mesure. Certains, c'est évident qu'ils ont bougé, à se dire « Ah oui, ça, en fait, ça implique ça ». Quand on commence à tirer une pelote, au bout d'un moment, ça implique d'autres choses derrière. C'est un peu comme quand il y a une grève. Si elle dure 3 jours, c'est pas pareil que 15 jours. Les gens, ils se posent des questions sur qu'est-ce qu'on veut vivre, alors qu'au début, ils veulent juste une augmentation de salaire. Donc la présence d'individus politisés, ça contribue vraiment à cette montée en généralité du collectif, mais aussi, de manière plus globale, des habitants qui restent engagés dans ce débat local. Ça élargit les questions posées au départ et contribue évidemment à dépasser le seul non au gaz de schiste. Pour conclure, peut-être, je vais passer. Oui. Pour conclure, aujourd'hui, il y a un collectif qui s'est structuré autour de ce débat sur la transition énergétique et écologique. Et il continue encore aujourd'hui à animer, à structurer le débat local. Il réalise notamment un travail de recension des initiatives locales. C'est un extrait de leur site internet que j'ai photographié. Donc il y a eu des réalisations concrètes. Ah pardon. Il y a eu des réalisations concrètes issues de ce débat local. Il y a plusieurs associations, mais aussi des communes qui se sont engagées dans des alternatives concrètes. Donc il y a eu voilà, des effets visibles sur le territoire, issus au départ d'une opposition. C'est un mouvement qui a pris de l'ampleur aussi parce que, en parallèle, se développait en France depuis les années 2010 le mouvement des villes en transition. Donc ça a fait écho aussi à des choses davantage internationales. Alors, est-ce qu'on peut parler d'un rebond suscité localement par ce conflit finalement? Les acteurs, en tout cas de ce mouvement, font directement le lien entre cette lutte locale et cette construction d'alternatives. Et pour conclure, je leur laisse la parole en citant un extrait d'entretien. La lutte contre les permis de recherche, d'exploration et d'exploitation du gaz de schiste sur notre territoire a déclenché la nécessité d'une réflexion sur l'utilisation de l'énergie, l'anticipation du remplacement des énergies fossiles,
la préparation au changement que cela entraînera et la résilience collective indispensable face aux dérèglements climatiques et aux dangers posés sur nos vies par la filière électronucléaire. Ainsi, nous voulons mettre en synergie tous les acteurs associatifs et institutionnels actifs sur nos territoires afin de commencer localement la transition énergétique et écologique. Donc voilà, je trouve qu'à travers cet extrait, on voit bien ce dont je parlais au début, c'est que ce conflit a eu vraiment un rôle en termes de production sociale et territoriale. Donc au départ, voilà, ce conflit, cet événement plutôt contestataire a produit quelque chose. Je vous remercie.